Bonjour à tous. C'est une année 2021 meurtrière et sanglante qui vient de démarrer. Une journaliste, Becky Njeme, et 4 soldats camerounais ont été tués lors de l'attaque d'un convoi de l'armée camerounaise qui escortait le préfet de la Momo de retour de la cérémonie d'installation du sous-préfet de Njikwa dans la région du Nord-Ouest. Cette explosion d'engins improvisés survenue sur le théâtre de la crise anglophone fait la une des journaux. Njikwa, le village de la mort, un titre le journal Le Messager. Selon Mutation, c'est une tuerie inaugurale de l'épisode 2021 de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que le gouvernement condamne cet autre attentat commis par des bandes de terroristes séparatistes. D'autres forces de sécurité et de défense ont été prises pour cible au niveau du poste de contrôle de Matazem, sur la route nationale numéro 6, à la frontière entre le département des Bamboutos et la région du Nord-Ouest. Selon des témoins, une horde d'individus armés a fait irruption dans ce poste de contrôle et a ouvert le feu. Bilan officiel, 6 morts, dont 4 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. Ce week-end, c'est un responsable d'établissement scolaire public qui a été tué dans le nord-ouest par des séparatistes. Et sur les braises ardentes de la crise anglophone, le gouvernement affirme qu'une opération de recherche des terroristes s'est soldée le 1er janvier 2021 par la mort de 2 jeunes civils âgés de 28 ans et 23 ans, présentés comme des membres d'un groupuscule terroriste. L'armée parle d'un événement malheureux faisant l'objet d'enquêtes administratives et militaires. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des violences meurtrières quelques jours après l'appel présidentiel pour le désarmement volontaire des membres des groupes séparatistes et leur réinsertion dans les camps DDR? Comment faire de 2021 l'année de la résolution pacifique et durable de ce conflit armé? Ces questions sécuritaires et politiques n'ont pas éludé la situation préoccupante de certaines entreprises publiques au Cameroun. Illustration avec Camerco, où le top management vient encore d'être changé. Le nouveau président du conseil d'administration est Jean-Claude Ayem Modjé, et également le colonel Jean-Christophe Ella Nguema devient le 8e directeur général de la compagnie Camerco en 12 ans d'existence. Entre instabilité managériale, perfusion financière record et contre-performance, le journal Mutation parle d'un comédie show observé à Camerco. L'étoile du Cameroun est-elle encore viable? Pourquoi la gestion des entreprises publiques peine à respecter les règles de bonne gouvernance au Cameroun? Cette problématique de gouvernance s'est manifestée à travers l'assaut lancé sur le Capitole aux États-Unis. Des Américains pro-Trump ont perpétré des casses, vandalisé certains bureaux des parlementaires américains. Et malgré cette violente contestation de la victoire de Joe Biden, le Congrès américain a certifié les votes exprimés en sa faveur et les démocrates ont saisi la Chambre des représentants et le Sénat pour exiger la destitution du président sortant Donald Trump. Quel regard porter sur ces institutions américaines ayant résisté aux manœuvres dictatoriales du président sortant Trump? Quelles leçons tirer pour l'Afrique au moment où le Cameroun doit abriter le CHAN édition 2021? Les mesures barrières visant à prévenir et lutter contre la pandémie de Covid-19 sont-elles appropriées? Et où en est le Cameroun avec le processus d'acquisition du vaccin au moment où le monde fait face à une nouvelle vague d'épidémie liée au Covid-19, vague meurtrière? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission de droit de réponse. Je précise que vous êtes ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, c'est Raphaël Ndougou. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour aux panélistes
Bonjour vos millions de téléspectateurs. C'est la grande messe du dimanche qui commence. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je précise que vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sur le plateau de droit de réponse, il est spécialiste en banque, économie et finances. Martin Ambazine, bonjour Martin. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes co-panélistes. Je profite de cet instant pour dire bonjour à ma petite fille Omba Marilia, Emmanuela, mon fils Omba Yann et jeune. Je voulais aussi dire bonjour à des amis qui sont à côté de moi, Bonamou Sadi, Jojo, Joël Tamé et Alain Bilobidi, Didier. Je remercie également tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. J'adresse mes remerciements à tous les Camerounais de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, à tous les Africains, à tous les citoyens du monde qui nous ont honorés de leur fidélité en regardant cette émission pendant toute l'année 2020 et qui continuent de nous honorer une fois de plus en étant présents chaque fois que cette émission démarre, jusqu'à la fin de l'émission. Je saisis cette opportunité pour leur renouveler mon amitié et ma sincère affection. Je reste avec vous, Edmond Kambia. Cette semaine de l'année 2021, ce sont les premiers jours de l'année 2021 et La Nouvelle Expression a mis à sa une les photos de cette journaliste qui a été tuée lors d'une attaque d'un convoi de l'armée camerounaise qui escortait le préfet de la Momo dans la région du nord-ouest. Comment avez-vous réagi à ces nouveaux attentats qui se multiplient dans cette partie du Cameroun? Cédric Noufélé, c'est avec beaucoup de peine que personnellement j'ai réagi, mais globalement La Nouvelle Expression, à travers l'article que nous avons publié, et d'ailleurs nous l'avons mis en manchette parce que nous avons été très éprouvés, très touchés, parce que c'est une consoeur qui est en mission de couverture de l'installation des responsables, des autorités administratives et qui au retour est prise vraiment dans une embuscade avec des autorités administratives et qui trouve la mort. Je voudrais dire ici mes condoléances à la famille de notre consoeur décédée qui était responsable départemental de la communication de ce département-là, de la Momo. Et nous voulons également dire nos condoléances à tous ceux qui sont morts dans le cadre de cette embuscade-là. Et je voudrais dire ici et rappeler que nous n'avons cessé depuis 4 ans à dire la nécessité pour le Cameroun de tout faire au gouvernement comme aux bandes armées de ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest, de taire les armes, de tout faire pour se retrouver et taire les armes, discuter afin de parvenir à un cessez-le-feu. Parce que c'est seulement le cessez-le-feu qui donnera l'opportunité de discuter, de trouver des solutions durables à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous notons que ça fait partie de ce que nous pouvons appeler une escalade. C'est l'année qui démarre avec de nouvelles attaques. Et elle n'est pas la première du genre, c'est la première, mais il y a eu une autre attaque qui est survenue quelques jours après. Donc c'est la semaine, une semaine difficile pour les Camerounais. Parce que en quelques jours à peine, on a une dizaine de morts dans 2 attaques, dans les 2 régions. La deuxième attaque, vous le savez, c'était entre le Babadjou et puis l'entrée dans le nord-ouest. Donc, ce sont des attaques qui surviennent dans les mêmes conditions et pour les mêmes causes. Nous pensons que il est urgent, avec l'année qui commence, que le gouvernement et les séparatistes puissent se retrouver, comme ils avaient d'ailleurs commencé à travers les premiers contacts le 2 juillet 2020. Et nous ne comprenons pas jusqu'aujourd'hui pourquoi ces rencontres ne se sont pas poursuivies. Nous savons qu'il y a des batailles internes au sein du gouvernement, au sein des différents clans au pouvoir, qui font en sorte que cela ne puisse pas continuer. Mais nous pensons que dans le gouvernement, ils ont intérêt tous à taire leurs égos surdimensionnés pour que la seule chose qui compte soit l'intérêt général, la paix et la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest et dans l'ensemble du Cameroun.
Après vous, Edmond Kamgia, j'aimerais avoir la réaction de Jean-Robert Wafo. Un nouveau pic de violence meurtrière qui intervient après l'appel lancé par le président de la République pour le désarmement volontaire des membres de ces groupes armés séparatistes. Que faut-il comprendre? D'abord, le SDF, par ma voix, adresse ses condoléances, n'est-ce pas, à toutes ces victimes depuis le début de cette année. Et demande une fois de plus au gouvernement d'entamer le dialogue. Parce que le dialogue, ce n'est pas 4 jours. On est allé au GDN, certes. Ça ne voulait pas dire que le GDN pouvait résoudre, n'est-ce pas, le problème de la crise anglophone. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le gouvernement gagnerait à comprendre une chose. On ne décapite pas, c'est-à-dire on ne met pas fin à un mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders. Dans le cadre d'une guerre civile, d'une guerre à l'intérieur d'un pays, où les citoyens, n'est-ce pas, posent des actes violents, dans le cadre d'un mouvement sécessionniste, on dialogue. Et le dialogue doit être permanent. On a vu en Colombie, ça fait près de 20 ans de dialogue, 20-30 ans de dialogue. Et heureusement, la paix est revenue. Ce qui m'intéresse ici, par rapport à ces morts, j'ai lu le communiqué du ministre de la Communication, où lui-même avoue qu'il y a une recrudescence des actes terroristes. Ça veut simplement dire quoi? Que l'option militaro-militaire n'a pas apporté la paix. C'est ce que ça veut dire. Interpréter autrement, c'est faire fausse route. Et le SDN n'a eu de cesse de dire qu'il faut d'abord un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu ne veut pas dire que l'armée dépose les armes, ou alors que nos forces de défense et de sécurité déposent les armes. Non, ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent rentrer dans les casernes. L'armée peut rentrer dans les casernes, la police et la gendarmerie continuent d'exercer leur mission. Parce que, voyez-vous, tous ces morts, tous nos compatriotes qui tombent, on aurait pu faire l'économie de ce désastre. J'ai comme l'impression qu'on a même cessé, qu'on ne parle même plus du nombre total de morts, parce que jusqu'en novembre, en octobre-novembre, on parlait déjà de plus de 3000 morts, de plus de 600 000 déplacés internes, près de 60 000 réfugiés. Je ne sais pas à combien on peut chiffrer, n'est-ce pas, ce que je viens d'énumérer à la date d'aujourd'hui. Je vais dire également que ce cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il faut que la paix revienne. Et la paix, ce n'est pas que les armes cessent de crépiter. La paix, c'est la paix des cœurs. Parce que les armes peuvent cesser de crépiter de façon temporaire et évanescente. Mais la paix des cœurs, c'est ça qu'il faut rechercher. Et cette paix des cœurs, le SDF l'a toujours dit, c'est le dialogue. Et je me pose la question de savoir qui a peur du dialogue? Qui a peur du dialogue? De mon point de vue, il faut dialoguer parce que un seul jour un seul jour de dialogue dépasse 100 jours de guerre. Il faut éviter la guerre. Maintenant que ça a commencé, il faut mettre fin à cette guerre. Je suis de ceux qui pensent que le président de la République détient tous les leviers pour la résolution de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'en suis convaincu. Dès le début de cette crise, j'en étais convaincu. Et même le ministre Abouem Achoyi l'a dit sur le plateau de La Vérité en face. Il a dit le président de la République connaît les problèmes anglophones et il a la solution. Il a la solution. Parce que ce qu'il faut faire, il faut assécher
l'idéologie sécessionniste. La sécession, On va en parler tout à l'heure. la sécession, le SDF l'a toujours dit, elle est appropriée. Mais il faut assécher l'idéologie sécessionniste, n'est-ce pas, en dialoguant et en mettant sur la table On parlera la question de la forme des de l'État. différentes propositions pour sortir de cette crise. Raphaël Ndungu, est-ce que cette multiplication des violences meurtrières illustre du fait que l'appel du chef de l'État peine à être entendu dans les régions du nord-ouest et du sud? C'est au moins la 3e fois dans un discours officiel que le président de la République appelle les membres de ces groupes armés séparatistes à déposer les armes, et quelques jours plus tard, c'est un pic de violence meurtrière. Comment analysez-vous cette situation? Nous avons la peine de savoir qu'en tout début d'année, nous perdons les Camerounais une fois encore dans ces zones. Surtout que ces gens sont en train d'entrer dans l'ouest. La deuxième attaque on nous indique que c'était déjà dans l'ouest, dans le département des Bambous. Donc nous disons véritablement beaucoup de courage aux familles éprouvées. Et ça encore, on est obligé de dire beaucoup de courage à nos forces de défense qui s'illustrent au quotidien pour l'intégrité territoriale et pour la protection des biens des personnes. Maintenant, sur votre question, le président a encore rappelé à ceux qui, entre guillemets, finançaient ces groupes, entre autres séparatistes, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore suivi un membre de ces groupes dire que nous sommes pour la sécession ou je ne sais pas trop quoi. Mais maintenant, moi, j'ai un problème. Peut-être c'est un problème personnel, mais à la fin, peut-être les gens comprendront. Honnêtement, le dialogue dans la vie est permanent, puisque nous dialoguons même avec nos épouses et les enfants, dont le dialogue est même dans des familles. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que si ces gens qui sont en forêt sont encore des Camerounais, ils ont quand même des personnes qui peuvent écouter. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et je cite toujours de mémoire Augustin Frédéric Kodok, paix à son âme, qui disait, quand on se noie, on peut s'accrocher sur un serpent. Ça veut donc dire quoi? L'élite politique, religieuse et traditionnelle du Nozo, quelle que soit leur appartenance des 3 chambres que j'ai citées, l'élite peut d'abord se mettre ensemble pour discuter entre eux, c'est-à-dire, ce serait un peu comme ce que le cardinal Christian Toumi avait évoqué autrefois. Peut-être que cela avait été mal perçu, la conférence anglophone. Donc, il est mieux et voire même urgent que ces gens-là qui y vivent, parce que quand vous portez votre chaussure, nous avons tous des chaussures ici au pied, lorsque la vôtre vous fait mal, je ne peux pas le savoir si vous ne me le dites pas. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ces gens-là aillent dans leur zone, ensemble, et parlent d'une même voix. Vous ne pouvez pas, dans votre village, être attaqué au quotidien. On tue les enfants. J'ai même pensé à un moment donné, quand on a tué les enfants, dans le sud-ouest, il n'y a pas longtemps là, je pensais que ça devait être la fin, où tout le monde devait s'indigner. Mais on a seulement vu les femmes qui se sont levées et pleuré, ces enfants. On n'a pas trop vu la participation, je parle bien de l'élite, quel que soit ce que celle-ci fait. C'est-à-dire que que soit ministre ou DG, homme politique ou homme religieux ou bien des chefs traditionnels. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû arrêter ça à ce niveau. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent être hors du pays et continuer à piloter les gens qui sont en forêt dans notre pays, même si ils ont suffisamment de moyens, même si ils transfèrent de l'argent ici, alors que nous sommes capables d'arrêter ça nous-mêmes, peut-être pas d'arrêter de manière définitive, mais de porter à l'attention du chef de l'État, justement, les problèmes. Parce qu'il peut avoir des problèmes basiques. Rentrons un peu en arrière. Vous pensez que ces gens-là pouvaient rentrer en forêt s'ils étaient véritablement occupés avec des emplois? Vous pensez que si ces jeunes-là travaillaient, ils pouvaient abandonner le travail pour aller porter les armes contre la République? Mais justement parce qu'on a profité du fait que ces jeunes étaient des chômeurs. Et en ce moment-là, donc, les jeunes ont dit, il vaut mieux qu'on aille en forêt au lieu de continuer à couper dans la misère. Alors ça, c'est un problème que les élites peuvent soulever entre elles et pour porter cela à l'attention du président. Pour dire, mais attention, monsieur le président, ces jeunes dans le sud-ouest et le nord-ouest ont des problèmes d'emploi, justement tous les problèmes d'emploi, de sous-emploi et même du manque d'emploi partout. Mais pour résoudre les problèmes, il faut chercher des solutions. Et je l'ai dit toujours ici, à un moment donné, il faut qu'on laisse d'abord nos égos.
Ça peut être ceux qui nous gouvernent. Il faut qu'on fait table rase et qu'on fait profil bas pour essayer de résoudre un problème. Ça ne sert à rien de pouvoir de parler arrogamment aux gens alors que nous avons des personnes qui meurent au quotidien. Et ces personnes ne sont pas forcément issues de ces deux régions. Pourquoi alors garder l'ego, rester sur les grands chevaux alors que nous avons une situation à régler? Donc on peut d'abord taire les querelles. C'est pour ça que j'évoque ici le serpent. Lorsqu'on est dans l'eau, tout le monde sait que le serpent est dangereux pour l'homme. Et le serpent lui-même sait que l'homme est dangereux pour moi. Mais ici, le serpent ne peut pas mordre l'homme. Tout comme on ne peut pas tuer le serpent dans l'eau, ils vont régler le problème à la rive. Alors il faut que les gens se mettent ensemble, ces gens-là qui sont dans les deux régions, que se mettent ensemble pour discuter, voir là où on a trébuché avant de tomber. Alors Raphaël, qu'est-ce qui empêche justement qu'on puisse évoluer vers ce dialogue, vers cette fin des égos et cette nécessité de trouver des compromis ou un consensus? Selon vous, qu'est-ce qui empêche que depuis 4 ans déjà, entre 2017 et 2021, que ce conflit armé a commencé? Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait véritablement une accalmie et la fin de la guerre? Première chose, il y en a qui se suivent derrière la guerre. Il faut être honnête. Dans la vie, à un moment donné, quand on atteint un certain âge, on doit dire les choses comme elles sont. N'en déplaise. Il y a des gens qui tirent véritablement des ficelles pour que cette affaire-là ne se termine pas parce qu'ils ont du beurre, comme on dit au quartier. Première chose. Deuxième chose, il y a certaines élites, pas toutes, certaines élites qui ont véritablement envie que cette affaire-là continue parce que peut-être ils sont aux arrière-postes aujourd'hui et se disent que bon, si jamais nous avons notre pays à nous, on pourra peut-être se retrouver quelque part. Et il y a une autre troisième catégorie qui n'arrive pas à parler parce qu'il y a des gens, des hautes personnalités dans cette partie du pays là qui pensent qu'il faut que ça continue. Au regard de la transition prochaine de notre pays, ça dit que vous voyez l'âge du président de la République aujourd'hui, de toutes les façons, beaucoup préparent déjà sa succession. Et quand on sait que peut-être on ne sera pas aux avant-postes demain, on a donc envie que cette affaire-là prospère. Pourtant, il y a des possibilités. Et puis, vous voyez aujourd'hui, même si les anglo-saxons ne s'expriment pas suffisamment, nous l'avons dit ici, lorsque vous nous avez invités, parlant du Premier ministre, nous avons dit ici que le Premier ministre a un souci de subordination de la part de certains ministres. Parce qu'en fait, les anglo-saxons sont toujours aux arrière-postes, et vous voyez le Premier ministre à la 5e personnalité. Donc du coup, certaines élites pensent qu'il vaut mieux qu'on ait notre pays. Ne nous trompons pas, il y a des situations comme celle-ci qui peuvent nous amener à parler d'une même voix, même si nous avons des multiples casquettes politiques. Donc, les anglo-saxons peuvent se dire, non, il vaut mieux qu'on continue. Un jour ou l'autre, ils peuvent céder et on prend notre pays. Alors qu'en réalité, si on laisse ces gens-là discuter, quand la fête commençait en 2016 et quand ces jeunes-là faisaient sortir, ils disaient carrément que les ministres de M. Biya ne sont pas, ils ne sont pas pour eux, ça dit ces populations-là, et pour ces jeunes gens-là, qu'ils ne vont pas dans leur village, ils ne les aident pas et tout et tout. Donc, n'oublions pas ces petits détails-là, les petits détails peuvent nous aider à sortir de crise. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'argent que le Cameroun perd, ça fait beaucoup de Camerounais qui tombent au quotidien, qu'ils soient de ces régions ou non. Donc, nous pensons que le dialogue doit commencer par ces élites-là elles-mêmes dans leur région. Après vous, Raphaël, Martin Ambazine, 4 ans de conflit armé entre 2017 et 2021. Quel bilan en termes de dépenses budgétaires, à la fois pour assurer la sécurisation de ces régions, mais également un bilan économique désastreux pour 2 régions économiquement sinistrées. Quel bilan faites-vous? Le bilan, il est catastrophique. Du fait que cela nous a empêché de faire la croissance qu'on attendait. Vous savez que ces 2 guerres, parce qu'il ne faut pas oublier Boko Haram et puis Boko Haram, le Nord et le Sud-Ouest représentaient quasiment le premier employeur du Cameroun, après l'État. Donc au jour d'aujourd'hui, on se rend bien compte que ça n'a pas redémarré. Et que ce soit au plan fiscal, vous savez très bien quand les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de cotisation. Alors ce qui est plus important de relever ici, c'est que on doit comprendre ô combien la paix est importante. Je crois que moi, de mon point de vue, il faut être très réservé par rapport à ce problème. C'est-à-dire que je serai le dernier à m'avancer pour dire des choses que je ne maîtrise pas. Je pense que tout ce qui a été dit est important, mais je pense aussi que nous devons parler du Cameroun
sans oublier l'environnement dans lequel nous évoluons. Je parle géopolitiquement en parlant. Donc, cette affaire n'est pas aussi simple que ça. Je pense que nous avons compris que d'absence de dialogue, ou très peu de dialogue, les élites qui doivent... C'est une multitude de propositions qui, pour l'instant, me donnent l'impression que nous ne sommes pas encore arrivés à toucher exactement le point culminant de l'affaire. N'oubliez jamais que nous qui sommes africains, nous, des pays africains, sont en général sous la coupe, sous les coupes de ces grandes puissances. Et que malheureusement, vous avez beau avoir toutes vos bonnes volontés pour changer, pour faire des réunions, vous savez très bien comment ça se passe. Donc moi, je préfère être très réservé et de dire quoi? De dire que je pense que la théorie de l'usure, est en train de porter ses fruits d'une manière ou d'une autre. Comme disait tout à l'heure M. Wafo, en Colombie, ça a duré longtemps, beaucoup d'années. Nous ne sommes qu'à 4 ans. Mais ça n'empêche pas la Colombie d'évoluer, de continuer à travailler. Donc il faut comprendre donc aujourd'hui, ce qui me semble être très important, c'est que petit à petit, on s'achemine vers des choses qui permettent à chaque population de penser être un peu indépendante. Parce qu'en vérité, le problème, c'est pas... L'économie, c'est vrai que c'est important, mais sans la paix, il ne peut pas avoir de développement économique. Donc je ne peux pas me permettre de dire que l'économie, ça va mal, ça va trop mal, ça va trop bien, tant que la paix n'est pas encore retrouvée. Mais nous constatons que cette paix-là, elle ne va pas être retrouvée comme ça du jour au lendemain. Donc moi je pense que, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu la décentralisation qui va donner un certain pouvoir économique aux régions, qui va leur permettre d'implémenter des stratégies nouvelles en termes de développement, et qui va certainement permettre petit à petit d'aller vers la paix. D'aller vers la paix parce que, comme vous le voyez bien, tel que ces gens se comportent, personne ici, autour de la table, ne peut être content et d'accord que des gens meurent comme ils sont en train de mourir. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, c'est cette théorie de l'usure qui est en train de porter ses fruits, je peux m'aventurer là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que la manière dont ces gens opèrent démontre qu'ils n'ont peut-être plus autre moyen que d'opérer comme ça. Il est clair que le chômage va continuer tant qu'il y a la paix, tant qu'il n'y a pas la paix. Il est clair que tant que cette partie de pouvoir qu'on veut le donner aux régions ne sera pas effective aux yeux des populations, parce qu'en réalité, c'est ce genre de choses pour moi qui va permettre à ces gens même qui veulent encore rester en bout de ressortir, parce que si à un moment donné, il y a des grands travaux, on voit comment ça se passe, comment ça bouge, comment est-ce qu'il y a de la lumière, comment est-ce qu'il y a de l'eau, je vous dis que les gens tranquillement vont reprendre confiance et l'économie va repartir. Donc moi je pense qu'il y a ces préalables-là qu'il faut mettre en place, mais je finis en disant que il faut reconnaître, il faut le dire aujourd'hui, que malgré la guerre, malgré les deux guerres, le Cameroun reste un pays fort, économiquement parlant. Parce que si nous arrivons à faire aujourd'hui, nous escomptons faire en 2021 entre 2 et 3% de croissance, avant on en faisait 4 malgré les guerres. Vous savez très bien combien coûte par mois la guerre au Nozo. Donc quand vous prenez ce panier d'argent là tous les mois, en fait c'est plus d'une dizaine de milliards que l'État Camerounais dépense tous les ans pour cette guerre. Ça veut dire que nous sommes déjà à pratiquement plus de 50 milliards de sous qu'on a dépensés pour cette guerre. Donc pour moi, il est évident que une fois que les choses vont, comme c'est le cas aujourd'hui, s'apaiser et que le transfert matériel et humain de la décentralisation sera effectif, je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Après vous, Martin Mbazing, Edmond Kandia, est-ce que vous avez la même perception sur une situation qui s'apaiserait dans le nord-ouest et le sud-ouest au regard de ces derniers événements enregistrés dans cette partie du Cameroun? Est-ce qu'on va vers une accalmie plus importante et que ces différents attentats enregistrés ici et là ne seraient que quelques coups lancés par des groupes séparatistes qui sont acculés dans leur dernier retranchement? Nous pensons que ces dernières attaques sont un message que ceux qui l'ont fait adressent aux autorités gouvernementales. N'oubliez pas que le dernier discours à la nation, celui du 31 décembre, en relation avec la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'était pas un discours d'apaisement.
c'était un discours assez dur. C'était un discours, je le dis bien, assez dur, aussi bien vis-à-vis des Ambazoniens, puisqu'il faut les appeler par leur nom, c'est comme ça qu'ils se désignent eux-mêmes, que vis-à-vis de certains partenaires du Cameroun, notamment les partenaires occidentaux. Parce que le chef de l'État a précisé, a nommément indiqué qu'il est important que les donneurs d'ordre soient identifiés et que ces pays-là qui les hébergent puissent faire en sorte qu'on puisse avancer en mettant la main sur ces donneurs d'ordre. Je disais ainsi pour faire mieux comprendre ce qui est en train de se passer quand je parle d'un message. Parce que ce n'est pas anodin qu'il y ait 2 attaques successives pratiquement en une semaine, en quelques jours. Je pense qu'il faut le prendre très au sérieux. C'est une nouvelle escalade. Et quand ça commence au début d'une année, cela nous rappelle une ou 2 choses. La première chose, c'est que lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a élargi, a donné un nombre de jours plus important à tous les pays en conflit, où les partis gouvernementaux et les groupes armés ne seraient pas parvenus à un cessez-le-feu. Il a étendu la pause humanitaire durable, qui était au départ de 90 jours, jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année. Et le Cameroun fait partie des pays qui n'ont pas pu parvenir au cessez-le-feu à la fin de l'année. Et quand il y a de nouveau l'escalade, la violence, je dois dire ici que tous les groupes et bandes armées, tous les groupes séparatistes n'étaient pas pour que la guerre continue sur le terrain. Il y a certains groupes bien identifiés par les Nations Unies qui avaient exprimé leur volonté de taire les armes et qui ont même tué les armes. C'est-à-dire qui n'ont plus continué les actions sur le terrain. Ces groupes sont identifiables. Mais il y a une bonne partie qui a continué la lutte face aux forces de défense et de sécurité tant qu'en face, la pression allait continuer à monter. J'ai l'impression, quand je donne ces détails, que le fait que les discussions préliminaires, je le rappelais au début de mon propos, qui n'ont pas continué, parce que c'était très attendu. Lorsque la partie gouvernementale a rencontré Tabe Sisikou et ses camarades, qui sont aussi bien à la prison principale de Kondengui qu'à la prison centrale de Kondengui, ça avait été très apprécié, tant au niveau de la société civile, des partis politiques, que de la communauté internationale, qui y voyait une lueur d'espoir, qu'à travers ces discussions-là, on allait suffisamment évoluer et parvenir à un cessez-le-feu. Mais que non. Et il y a eu, je tiens toujours à le rappeler, un communiqué du ministre de la Communication à l'époque, qui a laissé penser que tout ce qui se disait au sujet de cette rencontre n'était pas conforme à la réalité. Ça a créé une sorte de confusion générale, ça a laissé une mauvaise image de ces discussions préliminaires et donné l'impression que le gouvernement n'était pas sincère dans sa démarche. Or, je suis certain que le chef du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement, et une bonne partie de la partie gouvernementale qui est allée discuter avec l'une des branches sécessionnistes, notamment avec Sissoko Tabe, était sincère. Malheureusement, il y a d'autres camps, je le répète toujours, au sein du gouvernement ou au sein du régime, qui n'est pas toujours favorable à cette façon de discuter de manière directe. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai entendu parler du business de la guerre. En réalité, il existe des entrepreneurs de la guerre dans tous les camps, aussi bien au sein du régime que dans les groupes et bandes armées. Les entrepreneurs de la guerre qui profitent de la guerre, qui y ont trouvé une opportunité de s'enrichir. Et c'est un problème réel qu'il faut combattre si nous tenons à ce que cette guerre prenne fin. La deuxième chose, c'est que à travers cette nouvelle escalade de la guerre, il y a un second message. Et ce message-là est adressé directement au président de la République, qui, il faut le rappeler, avait déjà dit lors d'une assemblée générale de l'ONU qu'il est un mendiant de la paix. On ne peut pas
être à la fois un mendiant de la paix et être à la fois un fossoyeur de la paix. Pourquoi je le dis? C'est vrai que les autorités ont cette possibilité de manier la carotte et le bâton, mais si on est véritablement un mendiant de la paix, on doit suffisamment démontrer qu'on est sincère, qu'on a de bonne foi et qu'on est prêt à tout, y compris comme l'ancien président de Colombie, qui a réussi à faire cesser plus de 50 ans de guerre, tout simplement en discutant, en négociant, en trouvant un consensus avec les FARC, les forces armées rebelles de la Colombie. Mais les Camerounais ne savent plus où donner de la tête. Le président de la République, le 31 décembre, dit le gouvernement a montré sa bonne foi, a exprimé sa bonne volonté d'être disponible à la fois pour le dialogue et en libérant certains ex-séparatistes. Il fait mention de cette libération qui avait été faite en 2019, 2020. Plusieurs organisations ont demandé à ce qu'il y ait une libération d'autres acteurs clés de la crise, mais cela n'a pas été fait. Finalement, dans ce jeu du chat et à la souris, Edmond Kamgia, qui veut dialoguer, qui ne veut pas dialoguer, quels sont les objectifs, pourquoi les principaux acteurs se regardent toujours en chien de faïence? Les principaux acteurs se regardent toujours en chien de faïence parce que d'un côté comme de l'autre, tous sont méfiants. Et pour casser justement la vitre de la méfiance, il faut que chaque parti fasse des concessions. Et je dois dire et le répéter ici, cela n'a jamais été une faiblesse pour un gouvernement ou pour un régime d'accepter un dialogue inclusif. C'est-à-dire un dialogue avec les principaux concernés par la guerre ou par la crise. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu un grand dialogue national. Mais à l'issue de ce grand dialogue national, on a bien vu que ce dialogue était insuffisant pour parvenir à une résolution durable de la crise. Tout simplement parce que une bonne partie des acteurs concernés n'ont jamais été présents. Certes, on nous a présenté des personnes qui, nous a-t-on dit, étaient des ambazoniens, mais si, au terme du grand dialogue national, la guerre a repris de plus belle, cela montre que ce n'étaient pas les véritables interlocuteurs des acteurs qui sont sur le terrain dans le nord-ouest et dans le sud-est. Et c'est pour cela que depuis plusieurs mois, nous réitérons la nécessité d'un dialogue inclusif avec tous ceux-là qui sont directement concernés. Mais pour qu'ils soient associés, pour qu'ils participent à ce dialogue, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses que le gouvernement devrait faire pour les rassurer. Et ils l'ont dit, Sissi Koutabe l'a dit, il a demandé l'opportunité d'une amnistie générale ou d'un dialogue dans un cadre qui pourrait les rassurer en face de médiateurs africains ou internationaux. Je rappelle encore le cas colombien, il y a eu ce dialogue, s'est fait sous l'auspice de l'Église catholique pour qu'il y ait une solution en Colombie. Et le président colombien de l'époque a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Et je le dis, il est important que le gouvernement pose des actes forts. Nous serions attendus à ce que lors du dialogue, lors du discours, le message à la nation du 31 décembre, le chef de l'État fasse comme il le fit dans le passé, comme en 2019, on l'a vu au terme du grand dialogue national, il y a eu un arrêt de poursuite pour plus de 300 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Il y a eu un arrêt de poursuite pour des acteurs politiques, y compris le leader du MRC et beaucoup de ces cadres. Nous serions attendus que le 31 décembre 2020, le chef de l'État procéda de la même façon. Parce qu'il y a encore des personnes, plusieurs centaines de personnes, qui ont été arrêtées depuis 4 ans dans le cadre de la crise que nous connaissons dans le nord et le sud-ouest. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été jugés. Il faut que le chef de l'État fasse en sorte que tous soient libérés dans le cadre d'un arrêt de poursuite. Et j'ai saisi cette occasion pour dire également qu'un arrêt de poursuite pour des personnes encore en détention, dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre, notamment ceux qui n'ont même jamais marché, qui ont été arrêtés chez eux, ou alors qui venaient
mettre fin à un risque, notamment le cas de M. Foguet, qui s'est retrouvé devant le domicile de M. Kamto, parce qu'on lui a dit qu'il y a un problème entre les forces de sécurité et la sécurité, et les agents de sécurité du professeur Kamto. Et il a été embarqué, ça ressemblait à une embuscade. Il y a le porte-parole de Maurice Kamto, qui a été arrêté chez lui, qui n'a même jamais marché. M. Foguet n'a jamais marché. Et ils sont nombreux comme ça qui n'ont jamais marché. Ou alors quelques-uns qui ont marché, mais qui n'ont jamais été libérés dans le cadre de ces marches pacifiques. Et je dois préciser et rappeler que le comité d'experts des droits de l'homme de l'ONU avait demandé, il y a plusieurs semaines de cela, une des choses qu'ils avaient demandé a été respectée, c'est-à-dire qu'il fallait libérer totalement le domicile du professeur Maurice Kamto, libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise, mais toutes les personnes n'ont pas été arrêtées. Donc sur le plan politique, il y a des actions, des gestes forts que Paul Biya devrait faire. Justement, en l'absence des gestes d'ouverture, comme l'a préconisé le président Emmanuel Macron à l'endroit du chef de l'État, Jean-Robert Wafo, après 4 ans de crise, 4 ans de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'il y a une lueur à travers les actes posés par le gouvernement camerounais? D'aucuns s'attendaient à l'accélération d'une décentralisation, la mise en place de ce statut spécial avec des précisions claires sur ses spécificités et les avantages que pourraient avoir les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez une perception d'un horizon plus clair et plus prospère pour ces régions? De mon point de vue, l'horizon, pour le moment, est flou. L'horizon est flou. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit en l'entame de cette émission, le dernier communiqué du ministre de la Communication parle d'une recrudescence des actes terroristes, qui veut dire que l'option militaro-militaire a échoué pour ramener la paix. Et je suis de ceux qui pensent que toutes les initiatives de paix doivent être soutenues. Tout ce qui peut ramener la paix, le gouvernement doit acheter, parce que rien, absolument rien ne peut se faire sans la paix. Vous avez parlé de l'aspect économique, mais je vais dire une chose. Vous construisez un immeuble, je ne sais pas, je prends un exemple simple de 500 millions, mais un bandit, avec moins de 700 francs CFA, c'est-à-dire il achète 1 litre d'essence et une boîte d'allumettes, il vient vous mettre ça au sol. C'est pas ça, monsieur Ombazing. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord la paix. Et je vais dire une chose. Nos compatriotes anglophones, pour la majorité, ils ne veulent pas de la sécession. Je dis pour la plupart. Ils ne veulent pas non plus de cette décentralisation qui a échoué. Parce que c'est inscrit dans la Constitution depuis 1996. Et ils ne veulent pas non plus cette version améliorée, entre guillemets, qu'on appelle statut spécial. Parce qu'ils estiment que le statut spécial, ça ne marchera pas. Vous avez vu le dernier décret du président de la République relativement à la désignation des médiateurs dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qui est inscrit? Le président du conseil régional, exécutif régional. Et c'est à la diligence du président, non, à la diligence du représentant de l'État, le président du conseil régional et le président du conseil exécutif donc régional désignent un médiateur. Et le rapport doit être acheminé au président de la République. Quand on dit à la diligence de qui? Du représentant de l'État, c'est encore l'État central. Et on dit quand les deux vont désigner, ils vont envoyer ça au président de la République qui va nommer. C'est qui encore? C'est l'État central, qui est au début et qui est à la fin. Et plus encore, que dit ce décret? Donc ça c'est l'article 5, ce que je viens de dire. L'article 10 dit, en cas d'empêchement du médiateur, pour cause peut-être de nomination à notre poste qui est incompatible, décès et tout, le président du conseil régional
et le représentant de l'État, et surtout à la diligence du représentant de l'État, dresse une liste de personnes pouvant être des médiateurs et transmet cette liste, c'est le représentant de l'État, le chef de l'État, et à qui il incombe de choisir qui dans cette liste peut être médiateur. Alors, quand il y a des choses comme ça, En quoi ça pose problème qu'il y ait ce droit de pose regard problème. et cette dernière décision qui doit être prise par le chef de l'État? non, mais le problème c'est que l'État central est au début et à la fin. On dit à la diligence du représentant de l'État. Allez lire ce décret. C'est vrai que c'est dans le statut spécial, mais on dit à la diligence. Ça veut dire qu'il peut rester là, il dit ok. Tant qu'il n'engage pas ce processus, personne ne peut rien. Même le conseil exécutif régional ne peut rien, le président du conseil exécutif ne peut rien. Voilà les problèmes. Et quand vous avez parlé du statut spécial, pourquoi voulez-vous qu'il croie en ça, Emmanuel, quand dans ce statut spécial, il est mentionné que le sous-système éducatif et le sous-système judiciaire anglophones feront l'objet de lois spécifiques. C'est dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, parlant du statut spécial. Où sont passées ces lois? Donc, où sont passées... où est-ce qu'on a mis? N'est-ce pas? Où sont passées ces lois qui devaient, n'est-ce pas, encadrer le nouveau sous-système éducatif, le nouveau sous-système judiciaire? Qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur? Vous avez parlé de la décentralisation, monsieur Ombazi. Moi, j'ai été un élu. J'ai palpé ça des doigts. Et je n'ai pas été surpris quand, à la faveur du budget de 2021, plutôt que de transférer 15%, n'est-ce pas, du budget de l'État aux collectivités territoriales décentralisées, on n'en est qu'à 7%. Et 7% hypothétique. Il faut encore chercher ça. Regardez les conseils régionaux, notamment les conseils exécutifs régionaux. Le personnel d'appui, qu'est-ce qu'on attend pour les nommer? Et je rappelle, s'agissant de ces conseils exécutifs régionaux, ou alors des conseils régionaux, le ministre des Finances, lui au moins, il a eu le mérite d'anticiper pour nommer les receveurs. Ils ont été nommés. Mais est-ce que les secrétaires généraux de ces conseils régionaux ont été nommés? Vous voulez que j'aille plus loin? En principe, les sessions de plein droit sont illégaux. Le rapport, qui a fait le rapport? Parce que celui qui est tenu de faire le rapport des sessions, parce qu'une session de plein droit, c'est une session, c'est le secrétaire général. C'est sur la base et il transmet ce rapport à qui de droit, c'est-à-dire au ministre de la décentralisation. Qui a fait, n'est-ce pas, ce rapport de la session de plein droit? Qu'est-ce qu'on attendait pour nommer les secrétaires généraux? Comme le ministre des Finances a anticipé en nommant les receveurs généraux. Donc les receveurs vont être des régions. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une réelle volonté. Je ne sais pas si au sommet il y a une volonté politique, mais j'observe que tout est mis en œuvre pour créer des blocages. Et là, s'agissant justement du déblocage de cette crise, qu'est-ce qui empêche le président de la République de recevoir, de convoquer tous les leaders de partis politiques, la société civile, les membres du clergé? Il les reçoit à Etoudi, devant les caméras, et qui n'ont tout le monde est là. Quand ils entrent, ils s'enferment. Un peu comme il fait avec les émissaires d'autres pays. Il parle et puis à la fin, bon voilà, soit le même soir, soit le lendemain, il fait un discours à la nation où il indique qu'il met en mission de bons offices ceux qu'il a reçus à l'effet d'aller rencontrer, n'est-ce pas, nos compatriotes, parce que je ne parle pas encore des ambassadeurs, je parle de nos compatriotes pour la résolution de cette crise. Il est mis en mission de bons offices sous la coordination du Premier ministre. Ce geste présidentiel va créer un déclic formidable. Parce que je me rappelle, quand le Premier ministre, chef du gouvernement, moins d'un mois, moins de 2 mois après sa nomination,
a pris celui de descendre dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ou dans le nord-ouest, par exemple, il a rencontré une délégation du SDF qui était conduite par le chairman Nidjan Founi. Il a déclaré qu'il est porteur d'un message présidentiel sur la tenue prochaine d'un dialogue national qui portera surtout également sur la forme de l'État, mais sauf sur la sécession. Ça crée un espoir terrible et une espérance terrible qui a jailli, non seulement du côté des populations des deux régions du nord-ouest et du sud, mais également du reste. Est-ce que la crispation du climat sociopolitique dans le nord-ouest, sud-ouest serait liée au refus de mettre sur la table du dialogue la question de la forme et la nature de l'État? Je vous ai dit, il ne croit plus à la décentralisation, il ne croit plus au statut spécial. De ce qui me revient. J'ai au moins la chance que quand je sors de ce plateau, ou bien quand je marche en route, ou alors les appels que j'ai, en offre, ils me disent, la seule chose qui peut faire que nous demandions à ceux qui veulent la sécession d'arrêter, c'est qu'on dépose le fédéralisme. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Vous avez parlé de l'ordre protocolaire. Bon, vous avez dit sur 7 hautes autorités de l'État, il n'y a qu'un seul anglophone. Oui, je constate cela, il n'y a que le Premier ministre. Parce que quand vous regardez bien, il y a le président de la République qui est francophone, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est francophone, mais d'abord le président du Sénat. Deuxième personnalité. Troisième personnalité, le président de l'Assemblée nationale qui est francophone. Quatrième, je crois, c'est le président du Conseil économique et social qui est francophone. Le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, vient en 5e position. C'est le seul anglophone. Mais ensuite, il y a le président du Conseil constitutionnel qui est francophone. Il y a le président de la Cour suprême qui est francophone. Je vais laisser ce côté. Allons maintenant dans le fond. Mais écoutez, les gens semblent ignorer une chose. En 1961, avant 61, en 61, quand on parle de la République fédérale, c'est 2 territoires. Parce que j'entends les gens confondre en disant que quand les anglophones revendiquent c'est le tribalisme, c'est faux. C'est faux. Il n'y a que des gens dotés d'un esprit irrationnel qui n'ont même pas lu les livres d'histoire pour dire de pareilles inepties. C'est 2 territoires qui se mettent ensemble pour former la République fédérale du Cameroun. Et dans le préambule de cette constitution fédérale, il est mentionné que le Cameroun occidental, anciennement appelé Southern Cameroun, et le Cameroun oriental, anciennement appelé la République du Cameroun, forment désormais un même pays. Donc l'ancien territoire forme désormais un pays appelé République fédérale du Cameroun. On dit bien l'ancien territoire Cameroun occidental, ancien territoire Cameroun oriental, anciennement appelé LRC, ça c'est le Cameroun oriental. Et l'article 47 de cette constitution dit toute modification de cette constitution portant atteinte à la forme fédérale de l'État est irrecevable. En 72, on est venu mettre ça au sol. En 84, deuxième braquage. En 72, on passe de la République fédérale à la République unie. Les gens commencent à se délier. Mais en 84, on passe de la République unie à la République du Cameroun, rejoignant ainsi l'ancienne dénomination du Cameroun oriental français qu'on appelait la République du Cameroun, qui a eu son indépendance en 1960, le 1er janvier 1960. Mais pourquoi, attendez, pourquoi ne voulez-vous pas qu'ils se sentent davantage frustrés? Non. Il faut d'abord revenir à cela. Justement, à la République fédérale, je vais chuter. Oui. C'est dit, revenir à la forme fédérale de l'État. Vous verrez, ce sera un déclic énorme. Et je suis de ceux qui pensent, le gouvernement doit acheter cela. Cette médiation, vous verrez, ça ne retarde que juste. On aboutira à ça. Et il faut rapidement qu'on aboutisse à ça pour faire l'économie des morts. Et maintenant, sur le Premier ministre, il faut lui confier, n'est-ce pas, la résolution de l'aspect politique de cette chose.
il connaît ceux qui peuvent résoudre cette crise. Alors votre message... Qu'on lui donne les indices. Votre position Et a été ceux-là bien se entendue, connaissent, et Jean-Robert Wafo. Ceux-là sont connus. Permettez à d'autres de réagir dans l'émission. Raphaël Ndungu, le SDF défend mordicus une réforme importante du système de gouvernance publique axé plutôt sur un modèle fédéraliste et éloigné, dépouillé de l'interventionnisme du sommet de l'État. Il a évoqué des illustrations pour montrer comment l'État central garde une mainmise sur le contrôle de ces régions qui pourtant devraient bénéficier d'un statut spécial. Que pensez-vous des arguments qui viennent développer? Non, honnêtement, la décentralisation, on va dire qu'elle a échoué. Elle a échoué parce qu'on a payé plus d'une vingtaine d'années pour en arriver là. Et on a même mal à partir avec cette dissociation du pouvoir, c'est-à-dire que cet abandon du pouvoir qui est tenu par Yaoundé, si on va dire ça comme ça, parce que honnêtement, quand vous avez une route en Ngoti-Tunja et qu'on doit la bitumer, il faut aller passer tous les marchés à Yaoundé. Parfois même le prestataire n'a même jamais mis pied en Ngoti-Tunja. Donc il ne connaît même pas les routes là-bas. Pourtant, si ça se passait dans le nord-ouest, tranquillement, le prestataire peut-être qui y vit va aller en Ngoti-Tunja pour toucher du doigt les réels problèmes et pouvoir véritablement faire une bonne étude. C'est juste un exemple. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que il y a un journaliste qui travaillait autrefois à la chaîne nationale, que je ne vais pas donner le nom, il a appelé certains ministres qui ne veulent pas livrer cette affaire-là, les ministres récalcitrants. Le premier ministre avait même donné 8 jours. Ils n'ont pas respecté. Alors, si on a pris beaucoup de temps pour résoudre ça, mais moi je crois même que si nous sommes véritablement à la décentralisation effective, c'est que plus tard on peut arriver au fédéralisme. Puisque nous n'en sommes pas encore là, tout à l'heure, M. Wafo justement parlait du protocole sur le plan national, si vous voulez, le plan protocolaire de l'État. Ces gens-là, ces jeunes gens avaient aussi fait mention de cela autrefois. Ils sont revenus sur l'histoire qu'il a bien relevée tout à l'heure. Parce que quand le président était un francophone, du moins avant, c'était le vice-président était un anglo-saxon. On ne sait pas pourquoi ça dérange. Honnêtement, on peut créer le poste de vice-président au moins pour dire le président de la République est francophone et puis le vice-président est anglophone. Parce que si je vous ai indiqué tout à l'heure que l'élite de ces deux régions connaît trop bien l'histoire que M. Wafo vient de nous relever ici tout à l'heure. C'est pour ça que certains disent que non, on ne peut pas parler du fédéralisme, encore moins la session. D'accord, le président l'a dit, on suit le guide. Mais maintenant, ils savent très bien que voici ce qui avait été dit en 61, voici ce qui avait été dit en 72, voici ce qui s'est passé en 84. Et ils vont se cacher pour pleurer dans le noir. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et puis, certains sont donc contents de ce qui se passe, malgré les morts. Alors, autant mieux aller sur la table, d'abord entre eux là-bas. Pourquoi ne pas se retrouver autour de Nizon Fondi, autour du cardinal Toumi, et tous ces grosses têtes qui sont là-bas, pour discuter entre eux, à porte fermée, avant d'arriver au niveau du chef de l'État. Et faire des bonnes propositions, c'est possible. C'est possible parce que personne ici dans la science infuse sur la situation actuelle. Personne n'est capable de donner véritablement le condiment qui va assaisonner la sauce. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des propositions. Et à chacun de voir si véritablement, c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne sert à rien, mais alors à rien de lever nos égos, qu'on fasse profil bas pour résoudre ce problème. Mais d'autres estiment qu'il y a un manque de volonté politique. Vous le savez, durant ces 4 dernières années, le président de la République a mandaté l'ancien Premier ministre, Philippe Moyan, pour des missions d'écoute des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un rapport lui a été adressé. Il a ensuite envoyé le président de la commission chargée de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui a mené une autre mission d'écoute dans les 2 régions, et un autre rapport a été dressé au chef de l'État, dans lequel il est précisé que ce débat sur la forme de l'État devrait avoir lieu, et que ces populations demandaient plus d'autonomie, plus de pouvoir, et un peu plus d'indépendance. Alors comment expliquer que malgré ces multiples rapports, où sont indiqués tous ces griefs des populations, qu'il n'y ait pas de réponses concrètes 4 ans plus tard? Malheureusement, donc, je viens de vous l'indiquer. Est-ce que lorsque ces 2 personnalités sont descendues
on a associé tout le monde. On doit pouvoir associer tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi aussi j'ai aimé le Premier ministre actuel, parce qu'il a associé les hommes traditionnalistes, dont les chefs traditionnels, et même le chairman et les autres, les hommes politiques. Parce qu'en réalité, il ne faut pas que ce soit une affaire où quelqu'un va s'asseoir dans une chambre, écrire un rapport, et les problèmes ne sont pas soulevés. Il faut véritablement laisser les gens s'exprimer. C'est-à-dire qu'entre eux là, si je vais dire ça ici, ces ressortissants des deux régions s'expriment véritablement, même si ça prend une semaine. Et on ressort donc avec... Parce que dans mon village, on dit qu'on ne peut pas soigner l'abcès si l'abcès n'est pas percé. Vous posez le médicament, il ne va pas soigner l'abcès. C'est peut-être dans cette situation où nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce que peut-être on va aller vite, peut-être on va chercher à résoudre, on va appeler le chef de l'État, et on croit qu'on a résolu le problème. Non. Il faut percer l'abcès, ça fait mal quand on perce l'abcès, mais je vous assure, quand on enlève ce qui est à l'intérieur, on peut administrer un traitement adéquat. Donc nous pensons qu'ici, parce qu'actuellement les jeunes gens qui vivent au quotidien avec les populations de ces deux parties, qui en journée sont des Camerounais, et dans la nuit, ils se transforment. Ils sont bien connus. Parfois, ils n'ont même pas la force, la possibilité de dénoncer ce que c'est lui qui passe là. C'est un amabol. Ils sont avec eux au quotidien, ils vivent ensemble. Et c'est peut-être pour cette raison que je crois que, au sortir de la discussion entre eux là-bas, on va donc procéder, si les récidivistes continuent à rester en forêt, ça veut donc dire qu'ils ne veulent aucun arrangement. Mais je voudrais vous dire, celui qui a pris la parole au grand dialogue avait indiqué qu'à l'ENA, il y avait peu d'anglophones. Je crois que le président a très rapidement créé, résolu ce problème au niveau de l'ENA. Mais il y a d'autres problèmes. Ils ont dit, même dans les ministères, les anglophones sont toujours aux arrières, si vous voulez, en seconde position. À un moment donné, on voit quand même les anglophones qui sont nommés. Est-ce que ça va résoudre tout le problème? Il faut donc que les gens se mettent ensemble. Et s'ils se mettent ensemble, posent les problèmes réels, le président doit pouvoir les prendre en compte. Parce que justement, je sais qu'il est mendiant de la paix. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Kamga sur juste une partie. Parce qu'il a mélangé. Il ne faut pas qu'on mélange tout dans le même panier. Il a dit qu'il faut que le président libère ceux qui ont marché le 22, certains qui sont encore détenus. Si on va sur ce exprimer-là, on sera perdu. On sera perdu parce qu'à un moment, on veut d'abord résoudre un problème avant de résoudre tous les problèmes politiques qui existent. Parce que Dieu seul sait qu'ils existent dans le Cameroun. Ils existent partout. Mais allons d'abord cesser le feu. Que les Camerounais ne continuent plus à mourir dans le nozo. Donc je crois que, pour ma part, et je finis par là, j'attends véritablement que l'élite du nord et du sud-ouest se mettent ensemble, toutes chapelles confondues, pour discuter à bâton rompu, et puis en toute convivialité et en toute sincérité, et faire véritablement les propositions au chef de l'État pour une sortie de crise avant 3 mois. Est-ce que ce message ne devrait pas être adressé au président de la République, qui n'a pas permis, par exemple, au cardinal Christian Toumi de pouvoir organiser sa conférence générale anglophone, qui devait permettre justement à ces forces vives du nord-ouest et du sud-ouest de pouvoir adresser les causes profondes de leurs problèmes, désigner leurs représentants qui devaient aller discuter au niveau central avec les représentants du gouvernement? C'est une partie de l'élite du nord et du sud-ouest qui avait bloqué cette conférence-là. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous n'êtes pas sincères, on va rester pendant longtemps. Ce n'est pas normal de citer des pays qui ont fait 40, 20 ans. Le Cameroun, c'est le Cameroun, le président a si bien dit. C'est une partie de l'élite qui avait mal perçu l'approche ou la démarche du cardinal Toumi. Mais maintenant, il ne se fait pas tard pour dire, on a raté ici, il est possible qu'on se rattrape. Donc c'est pour ça qu'il dit que personne ne doit être en reste. Alors, tout le monde doit participer à cette affaire-là pour une bonne sortie de crise. C'est là-bas que ça va se résoudre. Après vous, Jean-Robert, vous souhaitez réagir? Oui. Une élite comprador. Il faut préciser. Une élite qui ne parle que quand ça concerne les intérêts, notamment ceux qui profitent de l'économie de guerre. J'aurais souhaité voir ces élites réagir lors de la désignation, de la nomination de la hiérarchie de Camerco. Voyez-vous, sur 3 autres personnalités de Camerco, PCA, directeur général adjoint, il n'y a aucun anglophone. Vous trouvez ça normal
Vous croyez que ces populations-là n'analysent pas cela? Vous croyez qu'ils ne regardent pas ça? Et même la honte, il n'y a même aucune femme. Vous croyez qu'ils n'analysent pas ça? Sur 3 hautes personnalités d'une entreprise publique, censée appartenir à tous les Camerounais, compte tenu de notre spécificité linguistique, il n'y a aucun anglophone. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment vont-ils percevoir cela? Comment est-ce que ces sécessionnistes-là ne vont pas irradier, n'est-ce pas, leur idéologie avec des actes pareils qui sont posés? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut, et je le dis une fois de plus, le président de la République a la solution. Il faut laisser le Premier ministre piloter. Le Premier ministre connaît bien ceux qui peuvent aller rencontrer les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils sont d'ailleurs même connus. Il y a les Abobala, il y a les Elie Smith. Ils sont nombreux. Même du côté de la diaspora, il y a les Kennedy et Jaja qui sont connus. Mettez-les à contribution. Et quand vous parlez, n'est-ce pas, du statut du grand dialogue, non, de la décentralisation, moi je dis qu'il y a une absence de volonté politique. Est-ce que vous savez que dans le code général de la décentralisation, c'est les mairies, les communes d'arrondissement qui doivent prendre en charge le personnel des centres de santé intégrés, qui doivent recruter et prendre en charge le personnel des centres de santé intégrés, les personnels des centres médicaux d'arrondissement. C'est les mairies qui doivent prendre en charge, n'est-ce pas, le personnel recruté et prendre en charge le personnel des écoles maternelles et des écoles primaires. Mais qui sont ceux qui les nomment encore jusqu'aujourd'hui? Qui les nomme? Le ministre de la Santé. C'est le ministre de l'éducation de base. De l'éducation de base. Et vous me dites que ça marche? Quand nos compatriotes regardent cela, ils se disent que, mais écoutez, même le minimum que vous avez inscrit, déjà même du côté des 8 régions francophones, vous ne parvenez pas à respecter. C'est chez nous que vous allez respecter? Non. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des actes qui doivent être posés. Les actes qui vont dans le sens de la paix. Je l'ai dit, toutes les initiatives de paix doivent être achetées. Alors pendant que ces actes tardent à être posés, Edmond Kambia, il y a la communauté internationale qui manifeste son impatience face à l'enlisement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après la résolution adoptée par le Sénat américain, il y a plusieurs autres parlementaires américains qui ont rédigé un communiqué adressé à l'administration, la future administration Biden, qui va prendre officiellement le pouvoir dès la fin du mois de janvier 2021. À quoi faut-il s'attendre dans les tout prochains mois? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais dire à M. Ndougou, qui m'a repris tout à l'heure sur une de mes sorties, qu'il y a un lien. Je voudrais lui dire qu'il y a un lien entre la crise politique et la crise anglophone. Le lien direct entre la crise anglophone et la crise politique, en relation avec les marches pacifiques, c'est que les personnes qui ont été interpellées dans le cadre des marches pacifiques avaient 2 motivations, qui sont d'ailleurs partagées par d'autres formations politiques d'opposition, dont le SDF. Ces 2 points sont l'interpellation du gouvernement pour qu'il fasse tout pour qu'il y ait la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le deuxième point, c'est la réforme consensuelle du système électoral. Donc, l'un des 2 points, c'est que c'est tout faire pour mettre fin à la guerre dans le nord et le sud-ouest. Donc, la plupart de ces personnes qui n'ont même pas marché, qui pour certains ont marché, sont encore en détention depuis septembre parce qu'ils ont revendiqué la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour cela que je tenais à préciser qu'il y a un lien entre la crise politique et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, pour répondre à la question de M. Noufele, nous sommes pratiquement à environ 10 jours de l'entrée en fonction de l'investiture du président élu Joe Biden aux États-Unis. Et nous savons que lorsqu'il va prendre ses fonctions, un certain nombre d'actions vont être menées par la Maison-Blanche en relation avec les dossiers chauds dans le monde entier, mais aussi en Afrique. Et j'ai déjà eu à le dire ici sur ce plateau que parmi les dossiers chauds que la future administration américaine va prendre en main, il y a le dossier de la crise anglophone au Cameroun.
et même la crise politique. Et j'établissais tout à l'heure un lien entre les deux. Parce que si on ne résout pas les deux crises, il n'y aura pas la paix au Cameroun, il n'y aura pas la sécurité au Cameroun. En tout cas, en ce qui concerne la crise politique et la crise anglophone, qui est devenue la guerre depuis 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Après une série de résolutions que nous connaissons, qui ont été adoptées au Congrès américain. Je dois rappeler une vieille résolution, qui n'est pas récente, qui avait été adoptée au Congrès américain, notamment sur la forme de l'État, en tenant compte de l'évolution de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, des revendications faites par les séparatistes et par des activistes. Le Congrès américain avait adopté une résolution suggérant la forme de l'État qu'on appelle le fédéralisme comme solution pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est un rappel qu'il convient de faire, que le Congrès américain s'est déjà prononcé sur la forme de l'État en termes de suggestion. Et cette suggestion rejoint la plupart des rapports de mission menés sur le terrain par des anciens premiers ministres, notamment Yan Filemon, notamment Peter Mafani Musonge, qui y allait en tant que président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Rappelez-vous, la commission Musonge avait même fait publier dans les journaux, y compris la Nouvelle Expression, son rapport de mission, qui montrait que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest veulent le fédéralisme. C'est clair. Ça avait été publié, diffusé, le rapport de la commission Musonge. Et j'ai dit, la plupart des rapports de mission faits non seulement par des anciens premiers ministres, mais même par le premier ministre actuel, et même par des personnalités politiques, y compris du RDPC ou des personnalités politiques alliées, montrent que la forme de l'État est le cœur et le nœud du problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, sur l'autre volet de votre question, qui, je crois, intéresse la plupart des téléspectateurs en ce moment, que peut-il se passer? Et je le disais déjà sur le plateau dimanche dernier, que nous passons de la phase des propositions, des suggestions, des recommandations d'un pays ami qui s'appelle les États-Unis à la phase qui pourrait s'avérer répressive. Répressive parce que dans l'une des dernières résolutions du Congrès américain, ils ont notamment démontré suffisamment que un pays ami qui s'appelle la France a certes fait des propositions, fait des suggestions au gouvernement camerounais, notamment au chef de l'État, mais la situation n'a pas beaucoup évolué. Les États-Unis veulent véritablement prendre les choses en main cette fois-ci. Et vous savez que, à la différence de l'administration qui va quitter le pouvoir le 20 janvier prochain, Donald Trump, il a fait ce qu'il pouvait. Et je dois dire qu'à ce moment-là, quand Donald Trump était encore en fonction, il est encore en fonction, et il faut regretter que pour des raisons de fair play, il est annoncé il y a quelques jours ou il y a quelques heures qu'il ne sera pas présent pendant la cérémonie d'investiture, ce qui n'est pas bien pour l'image des États-Unis, parce qu'il aurait été de bon temps qu'il soit présent pour passer le témoin. Je dois dire qu'il y a une chose essentielle qu'il faut noter. Depuis quelques jours, notamment avec l'élection de 2 nouveaux sénateurs, les sénateurs de Géorgie, qui font en sorte qu'aujourd'hui, le Sénat, qui était pratiquement républicain, devient démocrate. 50-50, c'est 100 sénateurs, mais parce que la vice-présidente est démocrate, quand il faudra voter, la balance va pencher en faveur du Parti démocrate. Et nous savons déjà que la Chambre des représentants est majoritairement démocrate. Donc, nous nous acheminons vers un congrès totalement démocrate, qui va donner ce qui donne suffisamment de marge de manœuvre. À majorité démocrate. Majorité, oui, à majorité démocrate, qui donne suffisamment de marge de manœuvre à Joe Biden pour implémenter sa politique extérieure, notamment sa politique africaine. C'est dire que le gouvernement, s'il prend suffisamment en compte les enjeux de la crise anglophone et de la crise politique au Cameroun, doit faire un certain nombre de gestes politiques forts, y compris 2 gestes que j'avais évoqués tout à l'heure, notamment l'arrêt de poursuite pour des acteurs politiques, l'arrêt de poursuite pour toutes les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, mais également la poursuite des discussions entre les leaders séparatistes
et la partie gouvernementale pour parvenir à un cessez-le-feu. Tant qu'un certain nombre de choses ne seront pas faits, je crois qu'un certain nombre de sanctions ciblées, déjà annoncées, vont être opérationnelles. Et je ne serais pas surpris qu'en dehors même de cet engagement des États-Unis dans le cadre de sa coopération bilatérale, qui est une intervention sur le plan de la forme multilatérale. C'est-à-dire quoi exactement? C'est que les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, définitivement prennent en question, dans le cadre d'une réunion formelle, le cas Cameroun, et sortent une résolution qui sera forcément appliquée. Et il y a un deuxième volet de cette question, c'est que la CPI, qui s'occupe des crimes contre l'humanité, qui s'occupe des crimes de guerre, et Dieu seul sait que ce qui s'est passé depuis 2017 dans le nord-ouest sud-ouest a suffisamment étalé des éléments des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et je ne serais pas également surpris que des personnalités politiques et des personnalités de groupes armés soient directement interpellées par la CPI. Alors, au-delà de ces questions sécuritaires et d'ordre politique, Martin Bazing, il y a un cas préoccupant qui se pose aux yeux des Camerounais. C'est l'étoile du Cameroun, Camerco, qui vient d'enregistrer de nouveaux pilotes dans son cockpit. Il s'agit d'un nouveau top management, 8e directeur général en 12 ans d'existence. Le ministre des Transports, qui était PCA jusqu'ici, a été éjecté au profit d'un conseiller technique auprès du secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Claude Ayem Roger, qui est PCA, nouveau PCA de Camerco, et un pilote, un colonel de l'armée de l'air qui prend la tête de la direction générale de l'entreprise. Comment réagissez-vous à cette nouvelle entrée en scène d'un top management à Camerco? En réalité, il se passe que nous avons un problème au Cameroun en ce qui concerne le management des entreprises publiques. Vous savez que une entreprise a pour objectif de gagner de l'argent. Et dans le cas du Cameroun, nous avons deux compartiments. Des entreprises publiques qui fonctionnent comme des entreprises commerciales classiques, c'est-à-dire qui doivent faire des résultats, et des établissements publics qui n'ont pas pour objectif des résultats, mais qui doivent atteindre certains objectifs. Il se trouve qu'au Cameroun, le cas de la Camer nous permet de constater ceci, c'est que les administrateurs ne sont pas les bons gestionnaires d'entreprise. Vous comprenez? Les administrateurs ne sont pas de bons gestionnaires d'entreprise. Sur quels éléments vous vous fondez pour arriver à cette conclusion? Mais de par leur formation, de par leur vécu. De par leur vécu. Lorsque vous choisissez de faire les NAM dans le commandement, dans le préfectoral, vous choisissez pour faire quoi? Pour commander, pas pour diriger une entreprise. Est-ce que vous convenez avec moi que dans la quasi-totalité des entreprises au Cameroun, publiques au Cameroun, elles sont prises en otage par les administrateurs, dont la formation n'est pas la gestion des entreprises. C'est la vérité, hein? C'est la vérité. C'est la vérité. Et je vous dis que dans le cadre du transport aérien, ce n'est pas une affaire d'amateurs. Vous savez, la première compagnie du monde à l'époque, la Paname, avait fermé. Elle était américaine. C'est parce qu'il n'y avait pas de compétences. C'était un secteur essentiellement complexe. D'où vous voyez comment est-ce qu'on peut le changer en 10 ans 8. Parce que vous avez là-bas le temps même de percevoir là où vous êtes perdu. Voilà pourquoi à un moment donné, les gens passent le temps à discuter sur des détails qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux de ce métier. Le personnel, ça, c'est pas le plus important. Est-ce que vous savez là où vous êtes? Vous savez là où vous situez quand vous donnez la caméra? Je vous rappelle ici que Cameroun Airlines, que la Camerco, est une très grande entreprise qui a un potentiel naturel, géographique énorme. C'est un hub. Un hub, c'est quoi? Un hub, c'est un espace où transite une grande partie des gens qui font dans l'avion, pour parler simple. Ça veut dire que même sans avoir une compagnie performante, le positionnement géographique du Cameroun fait du Cameroun un acteur important dans l'aviation. Est-ce que lorsqu'on vous nomme directeur général, vous savez même de quoi il s'agit? Vous savez que vous avez ce potentiel naturel-là?
en dehors de parler des autres choses. La deuxième étant, votre flotte. Comment ça se fait ailleurs? Comment ça se passe ailleurs? Comment a fonctionné Éthiopien? Comment fonctionne Kenya? Vous savez que le nerf de la guerre, c'est le capital, l'investissement, l'achat des aéronefs. Sous d'autres cieux, qu'est-ce qu'on fait? L'État achète, s'occupe de la partie investissement des aéronefs et les loue à la société qui gère. Bon, aujourd'hui, la Camer ne peut pas, je mets ma mot au feu, penser que un administrateur, je vous dis, je vous mets au défi, ne peut pas sauver la Camer. Il faut un gestionnaire. Je pense quand même que, en même temps qu'on a créé la Camer, en même temps, il y a une école qui forme les managers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur pourquoi est-ce que sur les 110 entreprises, 35 entreprises publiques, 70, 75 entreprises et établissements publics, pourquoi est-ce que tous ceux qui sont, ou la quasi-totalité de ceux qui sont à la tête de ces entreprises, ou établissements financiers, des établissements publics, sont des administrateurs? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir le courage de s'arrêter pour dire que pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la gestion ne marche pas? Pourquoi la gouvernance ne marche pas? Parce que les gens qui y sont placés ne sont pas à leur place. Vous comprenez? Il faut d'abord savoir quand même que dans ce qu'on appelle l'aéronautique, vous ne pouvez pas prendre un chauffeur grumier et le mettre médecin à l'hôpital général, par exemple. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est Bensekina et lui demander d'aller être cuisinier. Mais à Camerco, il y a eu quand même plusieurs profils qui ont été nommés à la tête de la compagnie en 12 ans d'existence. On a vu certains qui étaient des responsables commerciaux importants dans d'autres compagnies aériennes qui marchent à travers le monde, à qui il a été confié la compagnie Camerco et qui n'ont pas réussi à implémenter leur vision qui était le redressement de la compagnie et la mise en place d'un plan de restructuration et l'achat des avions. Mais aujourd'hui, la compagnie a plus de 110 milliards de dettes cumulées avec près de 100 milliards de pertes accumulées au premier trimestre 2020. Est-ce qu'avec un tel état des lieux, cette compagnie aérienne est encore viable, Martin Omba? Mais elle est viable si on prend les bonnes personnes. Je vais dire, le secteur, il est porteur. Rien que en se focalisant sur le marché national. Vous savez très bien que la partie du Nord, qui est la plus peuplée au Cameroun, bouge beaucoup. Vous savez, pourquoi quelqu'un peut aller au Nigeria, il passe par Douala? Vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce qu'on entend d'un directeur général d'une entreprise comme le Camerco? C'est qu'il expose une stratégie efficiente, efficace. Je vous dis, est-ce que vous savez que pour que quelqu'un aille de l'autre côté, au Nigeria, il faut qu'il passe par Douala? Qu'est-ce qui empêche un manager d'élaborer une stratégie où il sait que en développant uniquement le local, il va gagner de l'argent? Qu'est-ce qui empêche un manager, lorsqu'il pense à ses fonctions, d'élaborer son plan d'action en disant que désormais, ma stratégie, c'est de desservir la CEAC, c'est-à-dire que j'ai le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants, j'ai la RDC et tout ce qui tourne autour. Je suis sûr que si je développe ma stratégie commerciale en axant mon action sur ces pays-là, je serai rentable. On n'est pas rentable parce qu'on va à Paris, on n'est pas rentable parce qu'on va à New York, on est rentable parce que les actions qu'on mène au niveau du management sont efficientes. Et je vais vous dire aussi que lorsque vous avez un manager qui a les mains liées, lorsque vous prenez une hôtesse et que vous envoyez chef d'escale au Nigeria, par exemple, il y a un directeur qui a envoyé une hôtesse chef d'escale. Vous savez ce qu'il veut dire être chef d'escale? C'est de maîtriser l'aviation, les carburants, le dosage du poids. On ne nomme pas n'importe qui chef d'escale. Il faut de la compétence, il faut de l'expérience, de l'expertise. Alors, comment voulez-vous? L'erreur vient de quoi? Je reviens là-dessus encore. Qu'est-ce qu'on a nommé, chef? Je ne vous dirai pas. Allez, oui, qui a été nommé chef d'escale au Nigeria. Ça, vous allez fouiller, vous allez voir, monsieur. Voilà. Alors, vous savez très bien que une entreprise, l'économie de marché, qui dit que il y a du capital, il y a des gens qui représentent ceux qui ont mis de l'argent. Mais ça dépend aussi de la qualité des administrateurs. Les administrateurs sont là pour juger de la qualité du management du directeur général. Et vous conviendrez avec moi aujourd'hui que dans la plupart des cas, même ceux qui sont en prison aujourd'hui, ont toujours eu des quitus dans leur conseil d'administration. C'est-à-dire que les administrateurs ont toujours eu à valider leur travail.
Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est la qualité des gens qui sont en charge, aussi bien de contrôler, parce que les administrateurs de conseil d'administration, c'est un organe de surveillance, et le management est un organe exécutif. Alors, il se trouve que nous avons mal dans les hommes que nous nommons. Et nous avons mal du choix que nous faisons de ces hommes. Je vous dis encore, monsieur Noufele, dites-moi pourquoi il y a une école de management. Pourquoi on ne prendrait pas les 10 entreprises d'État et voir combien sortent-ils des écoles ou ont-ils démontré qu'ils ont dirigé une entreprise et qui sont à la tête. On ne va pas me faire comprendre aujourd'hui que seuls les administrateurs peuvent manager les entreprises publiques ou les établissements publics. Or, quand quelque chose ne marche pas, et c'est ça mon propos, je vais terminer là, je ne suis pas en train de dire que certains ne sautent pas la tête de l'eau, mais je pense quand même qu'à un moment donné, quand on prend les 110 entreprises et établissements publics, on doit essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Moi, je pense que ça ne marche pas parce que ceux qui sont à la tête ne sont pas à leur place et que si jamais on mettait ceux qui sont à leur place, les choses iraient mieux. Alors après vous, Jean-Robert Wafo, c'est Jean-Claude Ayem Modjer, un conseiller technique à la présidence de la République, qui est désormais président du conseil d'administration de Camerco, et c'est un colonel de l'armée de l'air, Jean-Christophe Ella Nguema, qui prend la tête de l'entreprise en tant que directeur général. C'est le 8e directeur général en 12 ans d'existence de Camerco. Le dernier a fait à peine 1 an et demi avant d'être éjecté de son siège. Comment appréciez-vous la gestion de cette entreprise publique? 8 directeurs généraux en 12 ans. En 10 ans. En 12 ans, c'est ce que vous avez dit. 10 et 10 ans. C'est révélateur, n'est-ce pas, il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent que c'est révélateur de la manière avec laquelle les choses se passent dans la gouvernance publique au Cameroun. Et en plus, vous avez oublié donc de mentionner, vous avez parlé de 100 milliards de dettes, c'est 110 milliards de dettes. 110 milliards. En réalité, tu as dit que comme la plupart des entreprises et des établissements publics, le problème de Camerco se situe à plusieurs niveaux. Hein. D'abord, il n'y a pas de boussole, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles doivent reposer cette structure. Il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire le modèle économique, c'est quoi? Les résultats à atteindre, c'est quoi? Et une très grande permissivité, c'est-à-dire que le laisser aller de la hiérarchie administrative, généralement pour des questions, donc pour des raisons politiques. Et il y a également le problème de la corruption, parce qu'il faut alimenter dans les réseaux. C'est ce qui parfois dicte le choix, n'est-ce pas, de ceux qu'on met à ce poste stratégique, je veux dire, au niveau de la direction générale. Parce que je crois que vous avez cité 2 personnes. Mais ce que vous avez oublié de dire, ce que je vais relever sur la description que vous avez faite de ces 2 personnes, toutes sortent de la présidence de la République. Donc, veut-on nous faire croire qu'il n'y a qu'à la présidence de la République qui a des compétents capables de diriger Camerco, ou alors capable de relever Camerco qui passe une situation désastreuse? Et vous avez parlé de 110 établissements et puis entreprises publiques. Mais vous allez voir, allez faire des recherches. Pour la plupart, ils sont de l'ENAM. Pour la plupart, ils sont passés par la présidence de la République, par le moule de la présidence de la République, etc., etc. Non, je pense pour ma part que pour ce qui concerne Camerco, il ne faut pas avoir honte. Il faut recapitaliser Camerco. Mais j'ai l'impression que les gens refusent l'option de la recapitalisation parce que ceux qui vont venir mettre leurs sous auront un droit de regard. Quand on ne capitalise pas, les subventions qu'on accorde, ça se partage dans les différentes mafias. Justement, ces subventions, depuis une dizaine d'années, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui ont été envoyés à l'entreprise Camerco pour permettre à ce qu'elle soit viable, performante. Avez-vous le sentiment que cet argent a été utilisé à bon escient? Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut être sourd et aveugle pour penser le contraire. Pas du tout. Qu'est-ce que ça a produit? 110 milliards de dettes. Mais puisque c'est ça la finalité.
Non, je pense qu'il faut recapitaliser. Et ceux qui utilisent l'argument de la 11e région, c'est 11e région. Mais quand Kameko circule en là, quand les avions circulent là-bas, le passager qui est là à bord, est-ce qu'il peut prendre Kameko parce que c'est la 11e région? Non, recapitaliser, mettez même le drapeau vert ou jaune, ce n'est pas un problème. Pour ceux qui disent que c'est la 11e région, oui, on peut mettre le vert ou jaune du Cameroun, mais qu'on recapitalise. Parce qu'en réalité, les subventions qu'on envoie par dose, en fait, ça ne sert à alimenter que des réseaux, d'où la corruption. Et puis, il ne faut pas perdre de vue, puisqu'on parle de Cameco, parlons également d'autres entreprises. Quand je parle de la corruption, il y a des entreprises publiques ici, où le service vous est facturé, je peux prendre un exemple, peut-être à 20 000 francs CFA. Vous venez, vous payez, ça c'est le tarif officiel, c'est 20 000. Vous payez, mais vous attendez 4 mois pour qu'on vous installe le service. Mais parallèlement, là dehors, il y en a qui sont là, qui vous disent, si vous voulez rapidement être installé, payez 60 000 francs. Et c'est devant ces entreprises. C'est devant. Je ne veux pas parler, n'est-ce pas, de cette entreprise de téléphonie mobile, mais allez vous renseigner. Donc c'est pour vous dire que quoi? Donc c'est pour dire que tout est mis en place. Ces subventions-là, en fait, ça ne sert qu'à alimenter les réseaux. Pour alimenter les réseaux, ces réseaux se battent pour repositionner donc leurs hommes libres. C'est de ça qu'il est question. Ne pas prendre, n'est-ce pas, ne pas analyser cela sous ce prisme, c'est avoir tout faux. Après vous, Jean-Robert Raphaël Ndougou, la présidence de la République qui prend en main la gestion de l'entreprise Camerco après plusieurs années de contre-performance avec une dette cumulée de 110 milliards de francs CFA, avec un personnel qui enregistre des arrêts de salaire, avec des difficultés à pouvoir s'imposer dans un ciel hautement concurrentiel, pratiquement sans avion durant ces derniers mois, où il y avait une location d'un avion, location qui est arrivée à terme. Lorsque vous apercevez ce tableau de la gestion de l'entreprise, pensez-vous qu'il faut continuer à y injecter de l'argent ou il faut fermer et pouvoir reconnaître qu'on n'y parvient pas? Pour ma part, je crois que Cameco, c'est un mort-né. Et lorsqu'une femme fait un mort-né, on fait un diagnostic pour voir qu'est-ce qui a provoqué que la femme fasse un mort-né. Au lieu d'aller dans la précipitation de chercher, je crois que vous vous souvenez qu'on a eu des expatriés ici, dans l'affaire Van Ex et les autres. On n'a pas eu véritablement, on n'a pas vu notre étoile briller comme on l'avait voulu. Les tout premiers étaient des expatriés. Et vous verrez que à chaque fois que on change le top management, c'est le passage d'un ministre qui arrive là, qui pense que non, ça n'a pas bien marché, et puis fait des propositions, et on continue de marquer le pas sur place. Quel est votre diagnostic à vous, justement, sur le ministre Sauf que le ministre, Raphaël, j'ajoute de l'eau à votre moulin, sauf que le ministre qui était PCA lui-même a été balayé, et on a lu ça en sa présence. Voilà. Très bien. Et vous savez également qu'il y avait un autre qui était délégué là, qui a aussi été PCA. Donc je dis qu'il est, quand on a un mort-né dans sa famille, ça dit que sa femme fait un mort-né, on parle autant d'observer. Je ne sais pas. Chez nous, on a souvent un problème de diplôme, mais on ne voit pas la compétence. On ne sait pas si aujourd'hui, ceux qui arrivent là ont la compétence. Monsieur Ombazini, qui est l'économiste, venez de vous faire véritablement l'économie, tout cela, pour vous dire que non, voilà comment ça doit se faire, et ainsi de suite. Est-ce qu'à l'ENAM, il existe une filière de management, de formation en management public? Si ça n'existe pas, il faut bien la créer. Et si elle n'est pas créée, il y a un institut supérieur de management public où quand on est diplômé l'ENAM, on peut aller se faire former là-bas. Et puis dans son CV, on dit que vous avez été formé pour gérer des entreprises. Comment comprendre que dans les milliards que vous venez de citer, nous-mêmes, on ne prend pas d'abord notre étoile au sérieux? Il y a des gens qui voyagent, notamment des membres du gouvernement qui ne payent pas. Il y a un DG qui était arrivé à parler des factures impayées. Pourquoi quand c'est Air France sans publicité, on paye directement? Vous pensez que le pays, si nous sommes en voyage ici et qu'on va rentrer dans nos pays respectifs un jour? Non. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de donner ça aux mains des experts. Quitte à ce qu'on loue ça à une compagnie sérieuse en Afrique. Moi, je me demande comment M. Aïdjo a fait en 71 pour créer Camer. Et
je ne sais pas s'il y avait tant de diplômés à l'époque pour que Kamer ait plusieurs avions. Vous voyez, vous partez de Douala à Yaoundé. Tout à l'heure, M. Mbazing parlait du Grand Nord, bien évidemment. Ça veut dire que si on avait même des avions MA60 que le ministre avait acheté là, et que peut-être c'est un seul qui vole aujourd'hui, et que les autres, c'est pas là où se trouvent. On avait acheté 2, et puis on a donné un. Très bien, vous savez que nous avons 2737, je crois, qui sont au sol. Entre-temps, on va louer des avions à coût de milliards, alors qu'on pouvait déjà négocier avec la structure qui est en charge de dépanner ces avions pour dire voici ce que nous avons en avance, est-ce que vous pouvez nous dépanner déjà au moins un, et puis pouvoir voler au moins dans la sous-région. Parce qu'on n'est même pas obligé d'aller ailleurs, surtout qu'il y a le Covid-19, il vaut mieux qu'on tourne en Afrique. Vous avez vu dernièrement, on a eu des questions de carburant quand les Lions allaient jouer dernièrement, je crois, en Zambie. Au Mozambique, c'est ça. Où c'est Mozambique, vous voyez dans quelle situation nous nous retrouvons. Peut-être parce qu'on a un souci de compétence, peut-être parce que les gens arrivent là par réseau. Mais Raphaël, je pourrais vous dire D'autres que précisions en termes d'entretien et d'efficacité, d'efficience même, ces 2 avions qui sont courés sont plus compétitifs que l'actuel. Ça veut dire que le nettoyage, c'est un entretien, comme vous faites réviser votre moteur, votre véhicule, qu'il faut. Si on met ces deux Boeing en marche, Cameco redémarre normalement, mais on préfère aller faire des locations qui nous reviennent plus cher. C'est pour ça qu'il faut recapitaliser, parce que le choix managérial, quelqu'un qui a mis ses moyens pour faire, n'est-ce pas, pour valider ce genre de dispositif, il ne peut pas accepter cela. Mais lui, il dira, j'ai pas mis mon agent pour que vous blaguez avec. Mais comment expliquer justement cette situation, Raphaël? Tout en moyenne, sur 1 an et demi, 2 ans, il y a un nouveau directeur général qui arrive et un nouveau président du conseil d'administration. Le gouvernement fixe une feuille de route, à savoir le redécollage de l'entreprise et le fait que le taux de remplissage des avions puisse atteindre au moins 75%. Et quelques mois plus tard, ce sont des conflits entre PCA et DG, ce fond de crise de gestion de l'entreprise, et il y a des changements qui sont opérés, mais les résultats ne suivent pas. Qu'est-ce qui fait problème concrètement? Quand vous avez eu un morné, votre épouse va seulement faire les fausses couches si vous n'avez pas à l'hôpital, faire un bon diagnostic. Si vous ne partez pas voir votre gamme au village pour vous donner des potions, c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris le temps de voir pourquoi est-ce qu'un bébé qui est déjà pratiquement à terme est né mort. Alors qu'on aurait dû, au regard de ça, diagnostiquer, mettre justement un traitement adéquat pour l'éviter. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que même quand nous avons même un seul avion, le manque de cela fait que les clients, celui qui a payé son argent, attend l'aéroport parce qu'un ministre arrive en retard. Alors qu'ailleurs, il court. Quand on va dans une autre compagnie, on court pour rattraper l'heure. Mais on court les clients, on sort, on ne respecte même pas les clients. Le client a payé son argent et il attend pendant peut-être des heures. Parce qu'un ministre est en train d'arriver, un président de X ou Y arrive, et puis ils attendent alors qu'on joue sur le temps. C'est tout cela que M. Mbazing relevait. Et est-ce que l'État même paye ses factures? Justement, on dit là même de ne pas payer. Et en même temps, on fait attendre les clients qui, eux, ils ont payé. Vous comprenez donc que peut-être ce n'est même pas un problème d'homme. C'est peut-être un problème, justement, des réseaux, parce que chacun amène celui qu'il veut pour courir ou alors pour gérer dans son secteur. C'est le vrai problème que nous avons au pays. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas qu'il y ait des groupuscules, qu'il y ait des réseaux. Mais on veut que dans les réseaux, qu'on nomme au moins des personnes compétentes qui peuvent nous faire quand même décoller, qui peuvent nous faire... C'est la honte quand le paysan voyage. On va chercher des avions à gauche et à droite. Ça veut dire que même si on met le temps, c'est une honte pour nous. Je crois donc que, loin de moi de vouloir taper le serpent avant de monter sa tête dans le trou, attendons voir l'équipe qui arrive là. Mais sauf que moi, sans être expert, j'observe que ce sont 2 pilotes qui arrivent là. Le premier est DG, le second est DGA. J'observe ça comme ça. Avec les yeux d'un Camerounais vraiment naïf. J'estime que quand il y a un gestionnaire, un manager, généralement, on met un technicien en adjoint. Et comment on met 2 gestionnaires? Oui, c'est ça. Mais si on met les 2 comme ça là, j'espère qu'ils ont suivi d'autres études entre-temps et qu'ils sont capables de manager. Je ne voudrais pas taper sur le serpent avant qu'il monte sa tête. Mais j'aimerais que... Attendons quand même de voir ce qui va se passer. J'aimerais d'abord donner la parole à Martin. Il y a quand même des privatisations qui ont marché. On va en parler tout à l'heure. La Socapal, qui a copié le cas de la Socapal. Jean-Robert Wafo, on va en parler tout à l'heure. Alors, Martin Mbazing, sur cette question de la qualité de l'exploitation d'une compagnie aérienne,
surtout dans ce contexte mondial où on voit des regroupements entre plusieurs compagnies afin de faire face aux difficultés de remplissage dans les avions et de faire face à la concurrence. Est-ce que Camerco peut réussir à s'imposer avec l'arrivée d'un nouveau top management, avec une dette aussi importante, ce passif aussi important? Est-ce que la compagnie peut réussir à se relever? Non, tout porte à croire que, en l'absence d'un jumelage, la mission est quasi impossible. Mais comment peut-on interpréter stratégiquement la situation actuelle? Je la comparais un peu à ce qui se passe actuellement au niveau du port autonome, où on met des régies en place en attendant qu'il y ait un bon arrangement, une bonne concession. Parce que les gens ne se trompent pas, la régie c'est quelque chose de momentané, de temporel. En attendant que l'on fasse de nouveaux contrats avec certains acteurs économiques. Donc, ce qui peut se passer aujourd'hui avec ce management qui est arrivé là, c'est de dire que en préparant l'ouverture du capital, on va d'abord mesurer exactement ce que vaut Camerco. Tout à fait. Au niveau de l'exploitation. C'est à partir de là que même si quelqu'un venait à entrer demain, on pourrait dire que effectivement, même si nous sommes difficilement à terre aujourd'hui, on peut vous céder tant, on peut faire ci ou ça. En fait, pour moi, c'est une façon de donner une possibilité à cette équipe de montrer exactement le potentiel. Je dis qu'il y a un potentiel énorme. Il a parlé tout à l'heure de 2 avions. Je vous dis, les 2 avions sont plus productifs que celui qui est soi-disant actuellement, qui est une location qui vient de l'Ukraine. Il suffit de vidanger. Donc, comprenez donc que, M. Noufele, le véritable problème... Qui a intérêt à ce que ce ne soit pas le véritable problème, c'est que quand vous avez la majorité de capital dans une structure, vous pouvez exagérer parce qu'en réalité, vous n'allez pas amener vers le résultat. Ce que me disait M. Ouafou est évident. À partir du moment où vous mettez d'autres personnes qui mettent leur copec, leur argent dans le business, les affaires ne sont plus pareilles. Les administrateurs sont des gens compétents. Un administrateur, c'est généralement quelqu'un qui est soit un ancien chef d'entreprise, soit un homme d'affaires, soit un expert comptable. Voyez-vous, monsieur Noufele, allez regarder, je vous ai dit, faites attention. Ne prenez pas ce débat comme vous voulez le prendre là. Ce n'est pas un problème de chiffres, ce n'est pas un problème des hommes. Mais regardez les choix qui sont faits. Parce que quand on vous dit administrateur, vous défendez les intérêts du propriétaire ou des propriétaires. Ici au Cameroun, c'est l'État. Oui, et donc quand le propriétaire n'a pas un rendu fidèle de la situation, vous voulez que ça marche comment? Comment voulez-vous que le chef de l'État, le président de la République, il va être derrière chaque administrateur qui doit faire un rapport par conseil d'administration pour dire que ça ne va pas. Quand on dit, ok, 2 avions sont cloués au sol, si jamais il marche, Camerco redémarre, c'est le président qui va venir faire ça, c'est les administrateurs en conseil d'administration ordinaire ou extraordinaire qui doivent décider que trop c'est trop, on ne peut pas continuer à louer. Comme il y a un nouveau management, on appelle ça une décision managériale. Je décide qu'en tant que directeur général, que dans les 1 mois, on me remet mes 2 avions, on me nettoie et je les mets. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que donc, ceux qui sont aujourd'hui ont la capacité ou la possibilité ou la liberté de manager de telle sorte qu'ils puissent prendre des décisions qui sont efficientes? Et donc, le véritable problème aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que dans d'autres cieux, on court, les administrateurs de sociétés c'est comme des stars de football. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on sait que vous connaissez, on va vous mettre pour défendre les intérêts de M. Camerco. On sait que si M. Ngbazi va pour défendre, il va défendre, il est rémunéré normalement, pour qu'il ne soit pas tenté. Alors, ce que nous pensons, c'est que notre capitalisme au Cameroun, en ce qui concerne les entreprises publiques, est biaisé de telle sorte que personne ne peut dire le contraire. Le rendu n'est pas fidèle. C'est-à-dire que le travail qu'on attend des administrateurs de société, parce que vous tapez très vite sur le directeur général. Le directeur général ne fait que mettre en musique ce que le conseil décide. Et qui est le conseil? C'est ceux qui représentent l'État. Mais que font-ils? Vous avez vu, au niveau des présentations au Cameroun, il s'est passé quoi? On a l'impression que les Camerounais veulent, je finis là, sur la nouvelle stratégie nationale de développement, on a dit ceci, préférence nationale. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on parle du comportement citoyen. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous donne 60% des affaires au Cameroun, en tant que Camerounais,
Mais que derrière vous, vous ayez un comportement qui n'est pas citoyen. Ça veut dire que qui ne met pas l'intérêt général au devant de vos décisions. Donc la réalité est là. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va aller à gauche, on va aller à droite, tant qu'il n'y a pas un comportement citoyen responsable. Aucune entreprise publique, sauf celles qui ont de l'argent, parce que la conjoncture, parce que le secteur le leur permet, je veux parler des hydrocarbures, où là-bas, même quand c'est difficile, ça marche toujours, mais prenez l'exemple de toutes les entreprises où il faut produire, il faut faire de la production pure, ça ne marche pas toujours bien. Et quand même ça marche, il y a d'aucuns qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils exerçaient, parce que ça marchait un peu, mais ils sont en prison parce qu'ils ont mal géré. Donc il faut faire très attention. Ce qui se passe aujourd'hui à Camer, Cameco, est très important pour l'avenir. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je remercie également Edmond Kandia. Mais avant de pouvoir conclure cette émission, Edmond Kandia, il y avait un élément très important qui s'est déroulé cette semaine concernant les États-Unis d'Amérique avec ce mouvement d'humeur des pro-Trump qui ont perpétré des casses au sein du Capitole, empêchant la certification des résultats de l'élection présidentielle. Malgré ce mouvement, cette certification a eu lieu un peu plus tard dans la nuit et dans quelques jours, Joe Biden sera le prochain président des États-Unis qui prendra officiellement fonction. Quelle leçon retenir de l'attitude des institutions américaines face aux manœuvres effectuées par Donald Trump depuis que les résultats ont été annoncés après l'élection en 2020? Ce qu'il faut retenir aux États-Unis, c'est que les institutions fortes protègent et renforcent la démocratie. Aux États-Unis, on a vu toutes les manœuvres, tout ce que le président sortant, Donald Trump, a essayé de faire pour invalider, pour changer les résultats pratiquement, qui étaient déjà perdus pour lui. Il a usé de son influence. On l'a vu dans l'une des dernières révélations qui a été faite par le Washington Post. Il s'est entretenu avec le secrétaire d'État de Géorgie, qui est un républicain en charge des élections, pour lui demander de faire en sorte que ce responsable républicain trouve 11 780 bulletins en sa faveur. Ce qui lui permettrait de renverser les résultats et de faire en sorte que Joe Biden ne gagne pas les élections en Géorgie. Que lui a répondu le secrétaire d'État en charge des élections en Géorgie? Il lui a dit, nous pensons que les résultats sont bons. Parce que il y a eu non seulement des recomptages, mais des audits qui ont démontré que Joe Biden a gagné les élections. On a vu, il y a eu une quasi-totalité d'affaires pour lesquelles lui et ses conseils sont allés devant les tribunaux. Mais presque partout, il a perdu. Partout, il a fait des réclamations concernant la fraude électorale. C'est dire qu'aux États-Unis, la force des institutions, les institutions fortes sont importantes. Et cela part du principe de la séparation des pouvoirs, où le législatif, le judiciaire et l'exécutif sont des pouvoirs qui se suivaient et se contrôlent. Il n'y a pas un pouvoir comme l'exécutif, par exemple, qui serait au-dessus du judiciaire ou au-dessus du législatif, comme on le voit en Afrique et notamment dans nos pays comme le Cameroun, où de fait, l'exécutif fait en sorte que le judiciaire et tous les autres pouvoirs soient à sa solde. Aux États-Unis, ce n'est pas ça. C'est ça qui a sauvé la démocratie aux États-Unis, où les juges sont indépendants, où les responsables chargés des élections sont libres et indépendants. Ils ne se laissent pas influencer par le président de la République. Même les gouverneurs républicains, à commencer par une personnalité forte qui a donné une bonne image des institutions fortes aux États-Unis. C'est le vice-président des États-Unis, de l'administration sortante, Mike Pence, que le président Donald Trump, à qui Donald Trump a instruit de tout faire pour perturber la séance de certification des résultats de l'élection présidentielle. Mais son vice-président ne l'a pas écouté du tout. Il a respecté les institutions et il a fait en sorte que la cérémonie, après tout le désordre qu'on a vu au Capitole, la cérémonie puisse recommencer et la certification des résultats de l'élection présidentielle américaine a eu lieu et a donné Joe Biden vainqueur de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et il faut le dire, en certifiant les résultats, il confirmait en réalité le travail effectué par les grands électeurs le 14 décembre dernier, lesquels grands électeurs avaient dit effectivement c'est Joe Biden qui a gagné les élections. Voilà la preuve que lorsqu'on a des institutions fortes, la démocratie tient la route.
Ce ne sont pas des hommes forts qui font la démocratie. Ce sont les institutions fortes qui sont au-delà des personnes. Parce que les institutions doivent rester, les hommes passent. L'Afrique a beaucoup de leçons à tirer de cette élection aux États-Unis. Le 46e président des États-Unis qui entrera en scène. Hein. Comme pour dire, les États-Unis parlent au Cameroun. Le 46e président des États-Unis qui va prêter serment officiellement à la fin du mois de janvier 2021. Et au Cameroun, c'est le visage du prochain ambassadeur des États-Unis qui reste très attendu et son profil également. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Robert Wafo et Martin Ambazing, d'avoir participé à ce programme. Merci également à vous, Raphaël Ndougou et Edmond Kamdia, d'avoir participé à ces échanges. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et merci de rester sur Equinox en télévision.